Cette île de la Réunion s'appelait l'île Bourbon, en hommage bien sûr au roi de France, hein, puisqu'à l'époque où elle a été découverte et colonisée par les armées de Sa Majesté, par la marine de Sa Majesté plus précisément, c'était les Bourbons qui étaient au pouvoir, puisque c'était au début du XVIIe siècle. Voilà. À l'origine, cette île semblait inhabitée. Il n'y a pas apparemment de peuplement primitif. Et ça, vous allez voir, j'en parle un tout petit peu parce que ça a une incidence sur la manière dont vont s'installer les habitudes locales, notamment en matière d'alimentation. Et comme il n'y avait personne, il a fallu la peupler avec qui? Avec des esclaves, évidemment, puisque l'idée, c'était de fabriquer du sucre et d'exploiter toutes les ressources exploitables localement. Alors, au départ, c'était surtout pour le sucre, bien sûr. C'était aussi, stratégiquement parlant, quelque chose de très intéressant, parce qu'à l'époque, pour aller aux Indes orientales, il fallait faire le tour de l'Afrique, et ça donnait une escale très intéressante sur le parcours, de manière à se ravitailler avec tout ce qui était nécessaire, et notamment en eau douce. Alors, le peuplement a été assuré par des Français, des colons français, très peu nombreux au début, et ces colons français ont installé des exploitations. Ils ont fait venir des esclaves, alors d'où? De Madagascar, bien sûr, de l'Afrique, de la partie orientale de l'Afrique, évidemment, mais aussi, et ça c'est un point intéressant, mais aussi de Ceylan et de ce qu'on appelait les Indes à l'époque, et notamment de l'île de Ceylan et de la partie sud du sous-continent indien. Ça va donner un mélange, un melting pot extrêmement intéressant du point de vue des habitudes, du point de vue du langage. Vous allez voir, il y a des choses assez amusantes dans le langage réunionnais, et puis du point de vue de la cuisine, de la manière dont on mange. Cela dit, le fait que le peuplement soit très tardif n'est pas du tout sans conséquence. Pardon, il vous serait possible de baisser l'écran? Celui-là, peut-être, oui. Le baisser. Ah oui, ça va mieux. Excusez-moi, je n'y ai pas pensé. Je ne savais même pas qu'il était mobile d'ailleurs. Alors, les influences culturelles, donc, eh bien, vous avez une petite image ici en bas on va développer bien sûr, qui montre que la cuisine réunionnaise, qui a une forte personnalité, qui est bien identifiable, même si elle n'est pas d'une diversité extrême, eh bien, c'est un confluent d'influences. Ça, c'est très clair. On va, au niveau des ingrédients, au niveau des saveurs, au niveau des cuissons aussi, c'est un confluent d'influences de la part des gens qui ont peuplé l'île. Alors, les ressources, eh bien, il n'y en a pas énormément de ressources locales. Moi, je ne vais pas vous parler évidemment des carottes et des navets, il y en a partout. Les Européens, avec eux, ont amené tout ce qu'ils pouvaient amener, qui pouvait leur rendre service et qu'ils étaient habitués à utiliser, et qui s'est très bien acclimaté, parce qu'au niveau climatique, la Réunion, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur une partie du territoire. Vous allez voir qu'on y fait même du vin. Bon. Et le dodo? Pardon? Le dodo? Oui, alors. Oui, le dodo, l'ennui, c'est qu'il a disparu. L'ennui, il a disparu. On a réussi à l'exterminer. Bien. Alors, les ressources, eh bien, bien sûr, la canne à sucre. La canne à sucre et le rhum, naturellement, parce que qui dit canne à sucre dit rhum. Hein, voilà. La fameuse vanille Bourbon, qui effectivement passe pour être la meilleure vanille du monde, qui vient de l'île de la Réunion, sachant que la vanille, c'est une liane. Et en réalité, c'est une sorte de gousse qui correspondrait un petit peu aux gousses des haricots, sauf que les grains sont extrêmement petits. C'est une liane, la vanille. Hein. La vanille, c'est une véritable richesse. Parce qu'aujourd'hui, le cours de la vanille varie. Si vous aimez la vanille fraîche, si vous en achetez, vous avez remarqué que d'une année sur l'autre, le prix varie énormément. Tout simplement parce que c'est un produit dont les récoltes, en fonction des années, peuvent varier énormément. Donc à partir du moment où il n'y a pas eu beaucoup, les prix montent, tout bêtement. L'an dernier, c'était assez intéressant. On arrivait à en acheter de la bonne vanille à des prix assez intéressants. Ils en avaient eu beaucoup. Voilà. Alors, les caractéristiques de cette île, d'abord, c'est qu'il y a un côté où il pleut pratiquement 10 mètres par an et l'autre presque rien. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose de très significatif pour l'agriculture. Et puis, il y a quand même une île qui est très, très, très montagneuse. Très montagneuse. Je vous disais qu'on y fait un peu de vin. Effectivement, je vous en parlerai. Et ce vin, c'est le vignoble le plus haut de France. Puisque nous sommes en France, bien sûr. Voilà. Les ouragans, pas sur les ouragans, bien sûr.
et un pays éminemment touristique. Ça, c'est la ressource principale, ce qui va expliquer qu'il y a, au niveau hôtellerie et restauration, il y a des ressources importantes, même s'il n'y a pas de table étoilée à La Réunion. On doit peut-être, ce n'est pas nécessaire, les gens n'y vont pas spécialement pour la cuisine, mais il y a beaucoup de bons établissements. Alors, on pourrait dire que c'est l'île aux épices. On pourrait dire ça. Et en sachant bien que toutes les épices que l'on va trouver sur les marchés réunionnais ne sont pas endogènes. Elles viennent d'ailleurs. Mais les consommateurs ont un besoin d'épices très important. Ils s'en servent énormément, ils en font grand usage, donc on importe ce qui doit l'être. Pardon. Ce sera le cas du curry. Alors le curry, c'est quelque chose de très intéressant, parce que est-ce que vous avez une idée du nombre d'ingrédients qu'il y a dans le curry? Bon, si je vous parle du curcuma, c'est pas compliqué, c'est une racine, on l'épluche, on la fait sécher, on la pulvérise, ça donne du curcuma. Mais dans le curry, eh bien, sachez qu'il y a des ingrédients d'origine végétale, évidemment, d'origine animale, ouais, du poisson séché pulvérisé, absolument. Ouais. Et oui, ça vient d'Inde, hein, le curry. Et des ingrédients d'origine minérale. Il y a 3 sortes d'ingrédients. Et on en met jusqu'à 80 différents. C'est donc ce qui vous explique que nous, le curry que nous achetons ici, il est relativement standardisé pour correspondre à ce que nous attendons. Évidemment. Mais dès que vous voyagez un petit peu, si vous allez en Thaïlande, eh bien du curry, il y en a 4. Il y en a 4. Il y a le blanc. Alors le blanc, il faut être du pays pour le supporter. C'est du piment à l'état pur. Bon, c'est un volcan en état de fonctionnement, le blanc. Ensuite, il y a le vert, qui est à peine moins violent. D'accord ? Ensuite, il y a le jaune, qui correspond à celui que nous utilisons, qui est plus ou moins piquant. Ça dépend du mélange, ça dépend de sa fraîcheur également. Et puis, vous avez le rouge, qui, lui, est très civilisé et qui est très convenable pour les Occidentaux notamment. Il y a 4 currys différents, couramment utilisés en Thaïlande, et c'est vrai aussi au Cambodge. Je n'y suis pas allé, mais on me l'a dit. C'est vrai, paraît-il, au Vietnam également, donc dans toute cette partie de l'Asie du Sud-Est. Donc vous voyez, pour nous on dit le curry, on devrait dire les currys. Donc. Ensuite, il y a le massalé. Le massalé, c'est pareil, c'est pas réunionnais à la base, mais ça vient directement d'Inde. C'est un mélange qui souvent est fait à la maison, très souvent. Alors le massalé, on va le retrouver dans la cuisine locale. Bon, curcuma, caloupilé, cumin, coriandre pulvérisé. La coriandre étant plus ou moins perceptible, la coriandre c'est très fort, en fonction de ce que les gens ont envie d'obtenir et ce qu'ils aiment, on va dire. Voilà. Mais le massalé, eh bien, ça va donner son nom à une manière de cuisiner également. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très local. Et puis le curcuma. Alors le curcuma, à l'origine, c'est un produit sacré. En Polynésie, dans tout l'océan, dans toutes les îles de l'océan Pacifique, y compris l'Inde, y compris même, je crois, Madagascar, on se servait du curcuma pour faire des peintures de guerre. On s'en servait comme plante tinctoriale, ça marche très bien. Si vous mettez du curcuma sur votre tablier de cuisine, le tissu va s'en souvenir très très longtemps, peut-être même pour toujours, c'est très colorant. Et on s'en servait en Polynésie notamment pour faire des peintures de guerre, pour effrayer l'ennemi, bien sûr. Enfin, comme l'ennemi avait le même, ça marchait peut-être pas si bien que ça. Mais voilà, donc il se tartouillait au curcuma. Et c'est vrai que quand vous cuisinez le curcuma, vous en mettez sur vos doigts, il y est pour un petit moment. Hein. Il va falloir plusieurs douches pour revenir à bout. Voilà. Donc c'est une racine. C'est d'ailleurs une racine qui est assez grosse. Hein. Moi, je n'avais jamais vu. Je suis allé jeter un coup d'œil sur Internet et j'ai vu que c'était assez. Voilà. Alors, on peut ne pas aimer le curcuma parce que c'est une plante qui donne une saveur très affirmée et qui a cette particularité qui, pour moi, est plus un défaut qu'une qualité, de ne pas avoir de longueur en bouche. C'est très violent à l'attaque et ensuite, il n'y a plus rien derrière. Alors, donc le curcuma, pour moi, doit être associé à d'autres épices. Il présente une qualité médicale, je dirais, le curcuma, c'est qu'il est puissamment antioxydant. Or, notre alimentation, paraît-il, est insuffisante en aliments antioxydants et excédentaire en aliments oxydants. Et le curcuma passe pour être un antioxydant
très puissant, donc il faut manger. Voilà. Je peux vous dire que moi, il m'arrive d'avoir des maux de tête un peu bizarres qui résistent à l'aspirine, qui résistent au paracétamol. Quand je prends une cuillère à café de curcuma diluée dans un peu d'eau, eh bien ça passe. Alors, est-ce que c'est psychologique? Du moment que ça marche, n'est-ce pas? Donc ça marche. Bon. Il y en a qui essaient l'eau bénite. C'est pas remboursé. C'est pas remboursé, mais il en faut très peu. Alors là, je vais vous parler brièvement de choses qui sont typiques de l'île de la Réunion, hein, vraiment. Alors, le combava, on n'en trouve pas sur nos marchés. À Paris, à Rungis, vous en trouverez, oui, parce qu'il y a beaucoup de restaurants exotiques. À Lyon également, on va en trouver, parce que vous avez dans les grandes villes des restaurants exotiques qui vont en faire usage, donc il y a des clients. Mais ici, on ne trouvera pas de combava. Alors, c'est un agrume. C'est un agrume, on ne se sert que de l'écorce, l'intérieur est fibreux et noyauteux, on ne peut rien en faire. Mais l'écorce, par contre, est très intéressante. C'est une... comment dirais-je? Ça rappelle vaguement la mandarine, vaguement. Ça rappelle le citron vert. C'est donc un parfum très subtil, très agréable. Et là-bas, on s'en sert pour principalement les sauces poissons. Voilà. Parfois certains desserts, mais c'est surtout avec le poisson qu'ils s'en servent. Alors, le caloupilé, alors un drôle de truc encore, c'est un petit arbuste dont les feuilles ont un parfum, quand on les chiffonne, c'est un parfum extrêmement puissant, très très fort, très agréable du reste. Il paraît qu'on s'en sert même en parfumerie, paraît-il, ne m'étonne pas. Et donc on en met dans les sauces et les ragoûts, un peu comme nous... Alors on ne le mange pas comme ça, hein, on s'en sert pour parfumer, un peu comme nous faisons nous avec les feuilles de laurier, si vous voulez. Hein, voilà. Et puis des tisanes qui sont supposées guérir presque tout. Voilà. Bon, vous savez comme moi que ce qui guérit tout ne guérit rien en réalité. Hein. Ouais, bien. Mais, alors le gingembre, un mot sur le gingembre. Alors le gingembre, bien sûr, c'est aujourd'hui, ce n'était pas vrai il y a quelques décennies, mais aujourd'hui on a fait un grand usage du gingembre, et je dirais à juste titre, parce que c'est un produit qui a très bien réussi sa mutation géographique. Fut une époque où on ne s'en servait guère que dans les cuisines orientales. Alors les Chinois en ont toujours fait très grand usage. Dans toute l'Asie du Sud-Est, on s'en sert beaucoup. Et il faut savoir que le gingembre, il est très intéressant quand vous le faites frire au début de la recette. Je prends un exemple. Bon, moi j'aime beaucoup le gingembre, mon épouse aussi, donc j'ai toujours un pot, l'équivalent d'un pot de miel de gingembre. J'achète du gingembre frais, je l'épluche, ce qui demande un certain temps. Ensuite, je le taille finement en petites lanières, toutes petites, et je mets ça dans un pot au congélateur, ce qui me permet de prendre par pincée ce dont j'ai besoin. Vous faites un potage de légumes, par exemple un potage de potiron, c'est la saison, c'est très bon. Vous mettez une pincée de gingembre dedans, même au début de la cuisson, vous allez avoir la puissance du gingembre. Bien, et également sa saveur. Mais si, au début de votre recette, en même temps, moi je mets toujours un petit peu d'oignon ciselé que je fais suer avec un petit peu d'huile d'olive, n'est-ce pas? Parce que je trouve que ça donne du corps au potage. Le potiron, c'est pareil, ça manque un peu de fond. Donc, voilà. Eh bien, vous mettez avec cette pincée de gingembre et vous la faites non pas frire, mais cuire un petit peu dans le corps gras. Et ensuite, vous faites votre potage. Et là, vous verrez une différence énorme. Vous aurez le parfum du gingembre et très peu de piquant. Donc, dans de très nombreuses recettes, y compris dans la cuisine chinoise, on commence par, dans le wok, dans le corps gras, dans l'huile, on commence par faire frire le gingembre. Ensuite, pour ne pas qu'il brûle, on le retire, on prépare la recette et on le rajoutera au dernier moment. Et là, vous allez en tirer tout le parfum, tout l'arôme, sans être incommodé par sa puissance piquante qui peut être des fois, si on a la main un peu lourde avec le gingembre, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Bien. Alors, on peut également l'utiliser, bon, à l'état frais, à mon avis, c'est de très loin le mieux. On peut l'utiliser également sous forme de poudre, bien sûr. On en met dans le pain d'épices, par exemple. On met un petit peu de poudre de gingembre dans le pain d'épices. Pas beaucoup, mais on en met un petit peu, parce qu'il va également apporter un parfum. Cela dit, à partir du moment où il est séché et pulvérisé, c'est plus vraiment la même chose, évidemment. Il reste peu de parfum et beaucoup de piquant. Alors, un mot sur la vanille. La vanille qui est vraiment une des stars de la pâtisserie, il faut le dire. Hein, voilà. Et on considère que la vanille Bourbon, qui vient soit de la Réunion, soit de Madagascar, bon, l'île qui est tout à côté, hein, ça fait partie du même archipel,
Donc, on la considère comme la meilleure et c'est tout à fait justifié. D'ailleurs, on la reconnaît, la vanille Bourbon. Vous la reconnaissez. Les gousses sont plus charnues, hein, un peu moins longues souvent que les autres, plus charnues, donc il n'y a pas de problème quand vous la fendez en deux pour récupérer la crème intérieure avec les petits grains. Là, vous avez tout ce parfum qui vous monte au nez. Alors, c'est un bourgeon de liane d'orchidée, donc, hein, voilà, la Vanilla planifolia, un bourgeon que l'on va faire sécher, qui devient noir en séchant et qui contient toutes ces petites graines. Alors, un conseil, quand vous utilisez de la vanille, vous faites une crème anglaise ou autre, vous prenez bien sûr les graines et vous faites infuser votre vanille dans le lait, bien sûr, mais ne la jetez surtout pas après. Surtout pas. Vous la rincez, et vous la faites sécher ou vous la mettez dans une boîte avec du sucre en poudre. De préférence du sucre roux. De préférence. Et vous allez voir que votre sucre va assez rapidement prendre un arôme extrêmement intéressant. Ça vous dispensera d'acheter du sucre vanillé, qui n'est pas donné et on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans. Bon, on n'est pas dans l'usine, hein, voilà. Bon, et puis alors ensuite, c'est pas fini. Quand elle a séché dans le sucre, si vous avez un blender, un genre de Thermomix, quoi que ce soit qui permet de broyer, eh bien, vous la broyez finement, en ajoutant une cuillère de sucre à la fin, et vous allez encore en tirer. Ça n'en finit plus. La vanille de belle qualité a un arôme d'une très très grande longueur, comme on dit en cuisine. C'est un produit merveilleux, la vanille. Voilà. Son seul défaut, c'est qu'elle coûte cher. Mais quand on aime. Alors, les piments. Un mot sur les piments. Alors, les piments, il ne faut vraiment pas me dire le piment, il faut dire les piments, parce qu'il en existe. C'est toute une famille, si vous voulez. Pour les naturalistes, c'est capsicum, hein, le piment. Sachant que c'est la capsicine, la molécule qui donne cette saveur piquante, pour ne pas dire... On parle plutôt de saveur brûlante en ce qui concerne le piment. Oui, on classe ça dans les saveurs brûlantes. Et vous savez que, ça c'est une question qui sort de temps en temps au jeu des 1000 € sur France Inter, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville, qui permet de quantifier la force brûlante d'un piment. Alors, elle va de 0 à 85 millions. Millions. Oui. Alors, pourquoi? Parce que Scoville, c'était un pharmacien d'Atlanta ou de Detroit, je ne sais plus, peu importe, à qui l'industrie agroalimentaire a demandé, dans les années 1920 par là, de mettre un peu d'ordre dans cette... Ils utilisaient du piment et de façon un petit peu, comment dirais-je, empirique. Et donc, ils avaient dans leur fabrication, notamment dans la fabrication des sauces en conserve, si vous voulez, ils avaient besoin de mettre un peu d'ordre là-dedans. Alors, ils ont demandé à ce pharmacien, qui s'appelait Wilbur Scoville, de faire un travail de classification. Alors, il a fait une échelle, il s'est pas embêté, il a pris divers piments, et il les a, en prenant un piment n'importe lequel, il le diluait. Alors, il faisait goûter aux gens. Ensuite, il le diluait une fois. Il faisait goûter, puis 2 fois, puis 3 fois. Il diluait jusqu'au moment où ça ne piquait plus. Certains piments doivent être dilués 85 millions de fois. Avant de... évidemment, il faisait une dilution, hein, si vous voulez. Donc, dans l'esprit d'un pharmacien, c'était bien logique, hein, bien sûr. Et donc, alors évidemment, maintenant, on donne plutôt, si vous voulez, on ne dit pas des millions, on dit 10 pour 10 millions, 40 pour 40 millions. Voilà. Donc l'échelle, couramment, on l'emploie de 0 à 85. Mais il faut quand même savoir que le piment de Cayenne est coté entre 30 et 50, soit à peu près 8 sur 10 sur l'échelle de Scoville. Il fait partie des viandes très puissants. Mais il y a plus fort, il y a le piment oiseau, qui est terriblement redoutable, qui est hors de portée de nos palais occidentaux, il faut le dire. Alors en Afrique, on en fait grand usage. Les Africains aiment énormément la cuisine très épicée. Ils y sont habitués, même les enfants la consomment. Ça ne leur fait aucun mal. Mais nous, en général, le consommateur français, occidental, n'est pas habitué à cette violence culinaire. Voilà. Bien. Sachant quand même qu'on digère étonnamment bien les mets relevés au piment. C'est vrai que quand on le mange, on se dit « Oh là là, ça va mal aller, ça va mal se passer ». Et pas du tout. Moi, ça m'a toujours surpris, comme les mets très relevés, très pimentés, sont faciles à digérer. Enfin,
pour moi. Et mon tube digestif n'est pas d'une solidité extrême. Alors, les produits typiques, des produits de la mer, alors des eaux très poissonneuses tout autour de l'île de la Réunion, en sachant que bon, il n'y a pas beaucoup de ports de pêche parce que la côte ne s'y prête pas vraiment, mais enfin, on pêche quand même. Alors, vous avez là des poissons spécifiques à cette région-là. Alors, vous avez d'abord le carangue cabot, tout en haut. Celui qui est montré là est gros, mais il y en a de beaucoup plus gros que ça, hein, n'est-ce pas? C'est un poisson de pêche sportive également, comme l'espadon, comme le thon. Hein, donc il y a des gens qui vont le... Mais une fois qu'on l'a pris, on ne le remet pas à l'eau parce qu'il est très bon à manger. Il est très très bon à manger. Et donc on va trouver des recettes à base de carangue cabot. Et puis, vu la taille du poisson, il y a de quoi faire. Il y a des beaux filets, il y a de quoi faire. Alors, on mange également des bichiques. Alors les bichiques, ce sont des alevins, des petits alevins d'une variété d'anguilles. Alors nous aussi, on mange des alevins d'anguilles, hein, au Pays Basque, les pibales. Hein. Bon, voilà, enfin, on mange des pibales, je ne sais pas si on en mange encore beaucoup. Plus trop, c'est interdit. Voilà, c'est très réglementé, il y en a beaucoup moins qu'avant. Mais bon, je me souviens, il y a quelques décennies, les pibales, c'était... Oui. On en mangeait beaucoup, enfin, quand c'était le moment, quand ça arrivait, quoi. Alors les bichiques, des petits alevins nés en mer qui remontent. Les ourites. Alors les ourites, ce sont de petites pieuvres, les ourites, qu'on va très tendre, qu'on va faire, on va les préparer, les vider, soit juste les rôtir, ou les griller, ou les rôtir, et les manger tels quels, ou alors en curry. Le curry, je vais y revenir, c'est une vraie manière de cuisiner à La Réunion. Alors le pêche-cavale. Alors le pêche-cavale, c'est ça, le pêche-cavale. C'est un poisson à chair grasse qui rappelle un peu les maquereaux, on dirait, un petit peu, hein, vaguement, et qui est très commun, très très commun. Bon, la chair est savoureuse, il a un défaut, il est pourri d'arête, mais ça ne gêne pas les gens là-bas. Apparemment, ils mangent des arêtes avec la chair, apparemment, puisqu'on le cuisine énormément, donc ça ne doit pas les gêner beaucoup. Et comme ce n'est pas un gros poisson, si vous voulez, il est dans une assiette, là. Lever les filets, une fois qu'on a levé les filets, il ne reste rien, quoi. Donc, alors après, vous avez le crabe-girafe. Crabe-girafe, qui est donc un crabe à la chair très très bonne. Vraiment très bonne. Alors comme toujours le crabe, il n'y a pas grand-chose à manger dedans. C'est une affaire de patience. C'est un truc idéal pour le régime, le crabe, n'est-ce pas? Si vous voulez perdre du poids, nourrissez-vous de crabe. Mais il est connu pour la succulence de sa chair, ce crabe-là. Et apparemment, ils en ont pas mal. Et puis enfin, le crabe-girafe, bon, une autre variété, le crabe-girafe, pardon, et les chevrettes. Je veux dire, alors les chevrettes, qu'on appelle aussi, leur vrai nom, ça serait des squilles. Et les squilles, moi ça m'amusait quand j'ai trouvé ça, parce que les squilles, on la trouve dans la littérature des gastronomes romains de l'époque impériale, notamment dans Apicius. On trouve les squilles. C'est une variété de crevettes, si vous voulez. Donc j'imagine que ça doit être très répandu dans les différentes mers du globe. Voilà. Eux, ils appellent ça des chevrettes. On en trouve aussi bien dans les embouchures des cours d'eau douce que dans l'eau de mer. Voilà. Ils en ont beaucoup. Donc c'est pas très cher. Alors, après, dans le domaine des viandes, des volailles et des gibiers, eh bien, beaucoup de poulets dans cette cuisine-là. Le poulet est élevé en quasi-liberté dans beaucoup de ménages, et à la campagne, tout le monde fait grand usage de poulet. Alors, ce n'est pas très original, hein, bien sûr, mais on va le retrouver dans la cuisine. Voilà. Alors, les cabris et les chèvres, ça c'est plus intéressant. Les cabris et les chèvres vivaient à l'état sauvage dans cette île, comme dans la quasi-totalité des îles tropicales. Et j'en profite pour vous dire une chose, que vous savez peut-être déjà, d'où vient le mot barbecue. Alors quand on est hommes, on dit on fait un barbecue dimanche, comme si c'était anglais. Ce n'est pas anglais du tout, c'est un mot français. Et on devrait l'écrire barbe, trait d'union, Q-C-U-L. Pourquoi? Eh bien parce que les navigateurs qui avaient très envie de viande fraîche, dès qu'ils mettaient un pied sur une île, l'eau douce, c'est la viande fraîche. C'était ce qui était le plus souhaité. Eh bien, ils attrapaient assez facilement, il faut le dire, des chèvres sauvages, qu'on appelle le cabri à La Réunion. Eh bien, ils les tuaient, ils les dépouillaient, ils les embrochaient de la barbe au cul. Et ils faisaient rôtir à côté du feu. C'est l'origine du mot. C'est pas du tout anglais.
Alors quand si vous avez chez des amis un peu prout qui disent on va faire un barbecue, bon, ben, vous pouvez leur dire pas du tout, on fait un barbecue. Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, à l'état sauvage, bon, il en reste, mais c'est des animaux qu'on va élever parce que dans la tradition culinaire, on s'en sert. On va retrouver un peu la même chose d'ailleurs à la Martinique et à la Guadeloupe. Alors après, un mot sur le tang, qu'on appelle hérisson de la Réunion. C'est pas du tout un hérisson, il ressemble. Il a des poils hérissés qui sont durs, mais pas du tout piquants comme celui du hérisson. Par contre, quand on le voit, on pense que c'est un hérisson. C'est pas du tout un hérisson, pas du tout. Il est venu de Madagascar parce qu'il se multiplie énormément, se contente de quasiment rien, et donc on l'avait fait venir pour nourrir les esclaves. Parce que l'idée, évidemment, c'était de nourrir les esclaves à moindre coût, bien sûr. Les esclaves étaient là pour travailler et pour ne rien coûter. Bon, c'est le principe. Alors, c'est un insectivore, et malheureusement pour lui, c'est très bon à manger. Et oui, la chair est délicieuse. Donc le résultat, c'est qu'il n'y en a plus. Alors aujourd'hui, le tang, il y a des périodes d'autorisation à chasser le tang, on le chasse avec des chiens bien sûr, plutôt la nuit, parce que c'est une bête qui a des mœurs nocturnes, et donc le tang, c'est une friandise, parce qu'il est en voie de disparition, donc il y a très peu de chasse. Bon, après il y a le braconnage, bien évidemment. Ça me fait penser que si vous êtes allé au Pérou, vous avez peut-être eu l'occasion de manger du cuy. Le cuy, C-U-Y, précisons. Et le cuy, c'est quoi? C'est un gros cochon d'Inde qu'on a engraissé pour le manger. Et c'est délicieux. C'est vrai que pour nous, c'est un animal de compagnie. Ça peut paraître une barbarie de manger du cochon d'Inde, mais je peux vous assurer que c'est très très bon. C'est largement aussi bon qu'un bon confit de canard. Ah oui, parce que la chair est très grasse, très entrelardée. Donc ils le font cuire, ils l'emballent dans des feuilles de bananier, ils font une petite marinade au Pérou, ils l'emballent dans des feuilles de bananier, ils mettent ça dans les pierres chaudes. La viande confit, c'est extraordinaire, ça sent bon, c'est bon. Alors bon, pour les non-végétariens, pardon. Tout y est. Nous, on n'est pas habitué à ça. Nous, on transforme les produits. C'est vrai que notre approche est différente. Parce que ça, c'est culturel, bien sûr. Nous avons, nous, une approche de la nourriture qui revient à transformer. On n'a pas tellement envie de penser l'animal quand il était vivant, bien sûr. Hein, voilà. Bon. Cela dit, au Pérou, c'est un mets de fête. Ce sont des gens qui mangent peu de viande. Enfin, moi, je vous parle dans les vallées andines. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'aller y passer 3 semaines. Le sac à dos, sans voiture ni rien, et de dormir dans les villages. De manger, donc, c'est les gens qui faisaient la cuisine. Ils sont accueillants autant qu'il est possible de l'être. Et on en a mangé plusieurs fois. Bon, c'est pour eux, c'est un... Comment dirais-je? Au quotidien, ils ne mangent pas de viande. Ils n'ont pas les moyens. Parce que c'est des gens qui sont pauvres. Tout simplement. Ils vivent, à mon avis, beaucoup mieux que nous, mais avec beaucoup moins de moyens. Beaucoup moins. C'est évident. Voilà, pour le tang. Alors, toujours dans les produits typiques, un mot sur les christophines. Alors, ça, on en trouve, voilà, qu'on appelle le chouchou à La Réunion et chayotte ailleurs. Vous trouvez ça donc. Bon, mais à La Réunion, c'est des chouchous. Alors, c'est une cucurbitacée, ça vient du Mexique, ça a été adapté, ça a été, acclimaté à La Réunion. On en fait un assez grand usage, mais ils les mangent plus volontiers crues que cuites. Enfin, crues. Presque crues, en salade, disons. Je vous montrerai après les avoir légèrement ébouillantés. S'ils ne s'en servent pas vraiment comme légumes, et quelque part on peut les comprendre, parce que ce n'est pas d'une saveur très extrêmement intéressante. Alors, le palmiste qui est représenté à gauche, on ne devait manger que le cœur. Le cœur, c'est le bourgeon terminal. Alors ça, c'est vraiment délicieux. Ça. C'est très très bon. Ça coûte assez cher parce que il faut couper un arbre pour avoir... même si on le fait pousser un peu pour ça, c'est quand même un mets relativement rare. Voilà. Et enfin, les braides. Alors les braides, ça se trouve quasiment que là-bas.
Voilà. Et ils font des bouillons avec ça. Alors, on en trouve dans tout l'archipel des Mascareins, c'est-à-dire on va en trouver également à Lombok, qu'on s'appelle au-dessus, là, aux Comores, hein, bien sûr. Et c'est pareil, c'était une nourriture d'esclaves, mais en réalité, ça fait de très bonnes soupes. Très, très bonnes, voilà. Ça, c'est vraiment typique de là-bas. Alors, maintenant, on va voir un petit peu on va voir ce que ça donne à table. Alors, comme toujours, en couleur, ce que je développe un petit peu, hein, au niveau des recettes. Voilà. Alors, les bonbons piment, je vais vous en parler, parce que alors, le bonbon, à La Réunion, on fait beaucoup de bonbons. C'est ça. On fait beaucoup de bonbons. On fait des bonbons piment, on fait des bonbons salés, on fait des bonbons sucrés, À partir du moment où c'est pas très gros, ça c'est un bonbon. Voilà. Alors, vous savez, le langage, c'est assez amusant. Hein. C'est assez amusant, le langage, vous allez voir. Moi, je trouve que c'est sympa. Comme nom, ça donne envie de savoir ce que c'est, le bonbon, la rouroute. Vous allez voir, c'est rigolo. C'est rigolo. Vous allez voir d'où ça vient. C'est logique, d'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Voilà. Et alors, les salades de chouchou, dont je vous disais, ils les mangent en salade, pas vraiment crues, et c'est juste ébouillanté. Les samoussas, on sait d'où ça vient, hein, n'est-ce pas? Bon, ça a été importé. Les achars, la même chose, ça a été importé, bien sûr. Hein, voilà. Le civet de Zourit, alors le civet, il faut du vin rouge. Bon, les Zourites, ils les ont, ces petits pieuvres. Est-ce qu'il y avait du vin à La Réunion? Évidemment pas. Je vous ai dit qu'on y faisait un peu de vin aujourd'hui, pas depuis très longtemps. Pas depuis très longtemps. Mais le vin, les Européens, ils l'ont emmené avec eux. Ils ont emmené le vin, donc on a fait du civet. Donc c'est cette image de cette convergence de gens, de produits, d'habitudes, de traditions. Hein, voilà. Le rougail, alors. Moi, j'avais un copain cuisinier qui disait à La Réunion, c'est pas compliqué. Tout ce qui n'est pas rougail, c'est curry, et tout ce qui n'est pas curry, c'est rougail. Vous savez, c'est comme la prose et les vers de M. Jourdain, hein, c'est pareil. Bon, c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai que tout va se rapporter à ces deux choses-là, vous allez voir, avec des variations. Bon. Alors, les currys, bien sûr. Alors, on dit curry, on devrait dire curry. Hein, en fait, si on appelle ça un curry, parce qu'on va mettre du curry dedans en assez grande quantité. Voilà. Alors, on fait du curry. Alors, du rougail, on en fait surtout avec les saucisses, à l'origine. C'est un plat de pauvres. Donc, on va surtout faire du rougail avec les saucisses. Mais on peut en faire également avec les crevettes, on peut en faire avec du poisson, on peut en faire avec quasiment avec tout ce qu'on veut. Parce qu'en définitive, si je voulais vous donner une comparaison tout de suite, je vous dirais que le rougail est au Réunionnais ce que la basquaise est au basque. Vous pouvez faire du poulet basquaise, vous pouvez faire du thon à la basquaise. La basquaise, c'est comme une sorte de garniture de base que l'on peut accommoder avec différents produits. Et bien là, c'est un petit peu la même idée. Hein. Le rougail, vous allez voir, c'est une manière de cuire, une sorte de recette de base, et puis après, on peut mettre diverses choses dedans. Voilà. Zourite, alors les saucisses, les andouilles. Le rougail, les andouilles. Ça, c'est très, très bon. Alors, ils aiment beaucoup ils disent pas l'andouille, ils disent la andouille, ils disent, les Réunionnais, la andouille. Et la andouille, c'est pas comme les andouilles de Troyes, les nôtres qui sont très grandes, hein, c'est plus petit, mais c'est fait de la même manière. C'est fait avec des boyaux, n'est-ce pas, avec des intestins. Alors, le curry de porc, le curry boucané. Alors, pourquoi boucané? Parce qu'il est fait avec de la viande fumée, hein, tout simplement. Le curry poisson au coco. Évidemment, on va utiliser de la noix de coco dans cette cuisine-là, bien sûr. Le massalé cabri, le massalé, mélange d'épices qui permet d'aromatiser le ragoût de chevreau. Le zembrocal. Personne ne connaît le zembrocal? C'est une façon d'accommoder le riz, vous allez voir. C'est sympa. Oui. Alors, le riz, c'est du riz. Hein. Le ragoût poulet au palmiste, voilà, bon. Et puis après, les desserts, alors il y a des bonbons, cravache, le gâteau patate, c'est très bon, les beignets de banane évidemment, et le chemin de fer qui nous vient tout droit de chez nous. Il n'est pas venu en train, mais il est venu en bateau, mais ça vient comme ici. Voilà. Alors, les bonbons piment. Alors ça vient d'Inde, bien sûr. Ce sont des petits amuse-bouches, hein. On va servir ça avec le punch, hein, avec l'apéritif, ou même comme ça quand on ne veut pas faire un repas avec d'autres choses qui se grignotent. Et c'est tout simplement... Alors, c'est assez bizarre quand même, parce qu'ils vont prendre des haricots, blancs ou rouges, secs. Ils vont les faire tremper le temps qu'il faut pour les ramollir. Et ensuite, on va les broyer. On ne les cuit pas. Bon, on ne les cuit pas.
Et souvent, ils prennent des haricots qu'on appelle les pois du Cap, un haricot qui vient d'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Voilà. On met du gingembre frais, des oignons verts si on en trouve, parce que là-bas, ils utilisent beaucoup d'oignons verts, du cumin, du curcuma, du piment, on fait des boulettes et on passe à la friture. Bonbon piment. Alors c'est très bon, quand c'est bien fait, c'est vraiment très bon. Je ne dis pas que c'est très digeste, parce qu'entre les haricots pas cuits et la friture, bon, chacun voit, hein, mais voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très réunionnais. Dans les restaurants réunionnais, souvent, on vous propose ça. Oui, au marché, on en trouve, oui. Voilà. Alors, la salade de chouchou, les Christophines, eh bien, on les fait cuire, on les ébouillante fortement, une dizaine de minutes. Ou bon. Moi, j'ai trouvé 10 minutes dans leur sel, je trouve que ça fait beaucoup, parce que c'est quand même une chair très tendre. Enfin bon. Honnêtement, je veux dire, je n'en ai jamais préparé. Hein. Je vais être franc avec vous. Bien. On égoutte dans de l'eau bouillante salée, on cuit, on égoutte, on refroidit, on hache avec du poivron, de l'ail, de l'oignon, du piment, du citron vert, et puis on fait avec ça une salade. Voilà. C'est un plat très souvent servi à la Réunion, qui est très apprécié. Voilà. Bon. Moi, j'en ai jamais mangé, mais il paraît que c'est très bon. Les samoussas. Alors, les samoussas, bon, ça nous vient d'Inde, vous le savez, hein, voilà. Le samoussa, alors, c'est quelque chose de très intéressant, le samoussa, parce qu'on peut mettre à peu près ce qu'on veut dedans. Chacun a sa recette de samoussa. En fait, à partir du moment où c'est fait en triangle, comme ça, vous savez, on fait des bandes, on met la farce, puis on replie en triangle. On replie, etc. Faire plusieurs couches. Alors, comme on change de pliage à chaque fois, ben, ça finit par faire un paquet quasiment étanche, et on peut passer ça à la friture. Ou alors même on peut, des fois, les badigeonner d'huile et les cuire au four, si on craint un peu la friture. Hein. Ça marche aussi pas mal du tout. Voilà. Bon, il faut avoir un four allumé, bien sûr. Et alors on peut mettre du bœuf, du porc, du poulet, du poisson, des crustacés, quasiment tout ce qu'on veut. On peut les faire végétariens si on veut, uniquement avec des légumes, hein, pour ceux qui mangent pas pour ceux qui mangent que des légumes. Voilà. Alors là vous avez une recette. Une recette, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Des feuilles de briques, de l'huile de friture bien sûr, et puis alors 500 grammes ou de viande ou de poisson, des oignons. Alors ils mettent également un peu de chou vert dedans, le tout finement haché. D'ailleurs, le chou vert dans les farces, c'est toujours une très bonne idée. Toujours une très très bonne idée de mettre du chou vert dans les farces. Il faut prendre la précaution de le blanchir, ensuite de le hacher finement, à la machine si vous voulez, et vous mettez du chou vert dans les farces, ça donne beaucoup de saveur, ça donne de la texture, et quand vous avez bien travaillé, ben, personne ne va deviner que vous avez mis du chou vert. Et si vous n'en mettez pas, c'est nettement moins bon. C'est curieux, hein? C'est curieux, ouais. Moi, j'aime beaucoup faire des petits ravioles, vous savez, avec la pâte que l'on achète chez les Asiatiques, ces paquets de ravioles. Vous voyez pas ce que je veux dire? Ça vous évite d'avoir à faire une pâte, de la passer à la machine, on n'en finit plus. Non, des petits ravioles, ce qu'on appelle des ravioles chinoises. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien faire un mélange de légumes comme ça. Je mets des crevettes parce que mon fils aîné ne mange pas de viande. Il ne mange pas de viande par conviction, donc je fais avec des crevettes. Bon, chacun ses idées, hein, voilà. Pas de viande, pas de volaille, il ne mange pas de viande, pas de... Ah pardon, oui, je disais, moi je fais ça avec des crevettes, mais je mélange tous les légumes de saison, carottes, navets, céleri, blanc de poireau, oignons, champignons, tout ça taillé en toutes petites lamelles bien fines, je fais tout suer dans l'huile d'olive, je mets du chou vert également dedans, pas mal, et je fais les crevettes après bien sûr, et je fais la farce avec ça. Voilà. Alors, vous pouvez mettre de la viande de porc, du poulet si vous voulez, bon, enfin, moi je mets des crevettes pour ne pas contrarier mon fils, bien sûr. Voilà. Bon, comme c'est une conviction philosophique, ça ne se discute pas. Comment? Et pas de viande. Pas de viande, parce qu'il trouve que les poulets c'est mignon, que le veau il ne faudrait pas le tuer. D'ailleurs, il a des poules dans son jardin, mais ça ne lui viendrait jamais à l'idée de les manger. Donc, quand elles décèdent, il leur fait d'enterrement. Voilà. Non, écoutez, ben, pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Hein, bon. Mais par contre, il n'a pas de pitié pour les crevettes. Ni pour le poisson, aucune pitié. Voilà. Bon, là, vous avez cette recette qui est en fait très très simple. Hein, très très simple. Par contre, c'est du boulot. Il faut faire la farce. Après, il faut les monter un par un, tout ça. Et puis, c'est vite à manger. Bon, alors après, tout dépend du temps qu'on est prêt à consacrer à la cuisine. C'est ça. Voilà. Ah oui.
Alors, le rougail. Alors, nous arrivons au rougail. Voilà. Alors, le rougail, quand on pense cuisine de la Réunion, on pense instantanément au rougail, bien sûr. Alors, la sauce au rougail, c'est quoi? Ce sont des tomates fraîches. Oui. Les tomates, ça ne vient pas de l'océan Indien, hein, les tomates. Hein. C'est d'où elles viennent? Elles viennent du Mexique, les tomates. Hein. Bien. Cela dit, elles se sont implantées partout dans le monde, jusqu'en Chine, ce qui n'est pas rien. Parce que rentrer dans la cuisine chinoise, c'est quelque chose. Bien. La tomate, donc, de l'ail, des oignons, du curcuma et du piment. Là-bas, c'est bien pimenté. Bon, après, chacun voit, n'est-ce pas? Et on fait avec ça, un petit peu comme vous feriez une basquaise, hein, en quelque sorte, de la même manière. Hein. Ça doit être, non pas liquide, mais bien humide, parce que dans cette préparation, on va faire cuire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Des saucisses, on ne va même pas les faire colorer. On les coupe en morceaux, on les cuit dedans comme ça. Hein, on cuit dedans, tout simplement. Des crevettes. Alors la morue, ça c'est intéressant avec la morue. Ah oui, la morue. La morue est utilisée dans la cuisine réunionnaise. Alors c'est pareil, la morue, elle ne vient pas de là. Hein. Ouais, c'est pour ça. Elle vient de loin. Mais la morue est utilisée. Pourquoi? Parce que la morue a très très longtemps été un plat de pauvres. Ah oui. C'était les pauvres qui mangeaient de la morue. La morue salée, ça coûtait rien. Et aujourd'hui, vous la trouvez sur la table des chefs étoilés. Et oui. Et c'est très cher. C'est un produit très cher. La morue salée de bonne qualité, parce que attention, il y a tout. Hein. Il y a tout et le contraire. Hein. Mais la morue salée de bonne qualité, celle qui a des beaux filets bien épais comme ça coûte très cher. Et c'était un plat de pauvres. J'aurai l'occasion de vous parler de la stoffinade, quand on sera en Aveyron. La stoffinade. C'est marrant ça, la stoffinade. Parce que les paysans aveyronnais, ils ont appelé stoffinade le plat qu'ils faisaient avec le stockfish. Le stockfish, autrement dit, le poisson bâton. Stock, c'est le bâton. Stockfish, poisson bâton. La morue salée, on vous en donne un coup sur la tête, vous ne demanderez pas un autre. Hein. C'est dur. Bon, eh bien, dans l'Aveyron, on accrochait le stockfish par la queue avec une corde, on mettait ça dans le ruisseau pour dessaler, tranquillement. Quand c'était dessalé, on le faisait pocher, on émiette, on enlève les arêtes et la peau, et on sert ça avec des pommes de terre cuites à l'eau, tièdes, et des œufs durs. Évidemment, des fines herbes. Persil notamment. La stoffinade. Et on mangeait quand la stoffinade? Quand le curé avait interdit de manger de la viande, parce que c'était carême, vendredi, etc. C'est aujourd'hui. Voilà. Bon, mais les curés sont moins exigeants aujourd'hui. Bien. Alors, excusez-moi. Alors, voilà, donc, la morue, on va pouvoir l'utiliser dans le rougail aussi, c'est très très bon, la morue, le rougail. Simplement, on va l'émietter un petit peu pour la cuire. En fait, c'est très vite cuit, la morue. Hein. Ça cuit le sel cuit la chair déjà. Voilà. Alors, le curry, eh bien pareil, on va pouvoir le préparer avec du poulet, du poisson, des crevettes, du porc, du chevreau, pratiquement tout ce qu'on veut. La recette est toujours la même. Un début en marinade avec des oignons, de l'ail, du gingembre, du thym, du curcuma, des tomates hachées. Et ensuite, on va réaliser un ragoût classique. On va mettre ça à cuire tout simplement. Voilà. C'est vraiment, je dirais, c'est presque le degré zéro de la cuisine. Ce qui en fait l'intérêt, c'est ce mélange de saveurs. Et puis, quand vous avez des produits de bonne qualité, vous allez avoir un résultat qui va être très intéressant et très digeste, notamment à cause du gingembre. Voilà. Et ce curry, donc, rougail, comme disait mon ami, tout ce qui n'est pas rougail est curry, tout ce qui n'est pas curry est rougail. Voilà. Bien, là, le civet zourite, eh bien, là, vous avez les zourites qui sont des petits poulpes, tout petits, très bons, la chair est très délicate, c'est très très bon. Maintenant, voilà, il ne faut pas trop les cuire. Hein. Vous savez, ça fait partie de ce que les cuisiniers appellent 3 minutes ou 3 heures. Vous avez des produits, comme les encornets, c'est 3 minutes ou 3 heures. C'est-à-dire que vous cuisez un encornet 3 minutes, à la plancha, ou comme vous voulez, ou sur la basquaise, c'est très bien. Mais si vous l'y oubliez pendant un quart d'heure, mais là, vous pouvez l'y laisser pendant 3 heures. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Et au bout de 3 heures, il ne restait pas grand-chose. Donc, ce sont des produits qui cuisent très, très, très rapidement, de préférence à feu vif. Comme tout ce qui cuit très vite en cuisine, on a un feu vif. Vous savez, c'est un principe culinaire qui a été, comment dirais-je, redécouvert avec la nouvelle cuisine de la fin du siècle dernier.
Par exemple, moi, quand j'ai appris à travailler, je veux dire, on faisait cuire le cabillaud. Le cabillaud, on le faisait cuire à l'eau, parce que c'est une chair fragile qui se prête très mal à la cuisson à la poêle, très difficile à cuire à la poêle, etc. Ça se défait. Alors on le pochait délicatement, on le servait comme ça. Et c'était pas bon. Disons la vérité, c'était pas bon. Ça valait rien. Aujourd'hui, le cabillaud, comment le fait-on? Eh bien, on garde la peau. On garde la peau. On fait des pavés un peu épais. On roule dans l'huile d'olive et on cuit à la salamandre à 300 degrés. 2 minutes. À peine. À peine 2 minutes. Ça s'appelle le cuire à la nacre. Parce que quand vous le cuisez comme ça, quand vous émiettez le cabillaud, les billes sont irisées. C'est marrant, hein? Et on le cuit donc très peu de temps, très chaud. Et là, vous avez un produit extraordinaire. Alors que cuit dans de l'eau, ça ne vaut rien. Bon, c'est une manière de dire que la façon dont vous allez faire subir... On fait toujours subir la chaleur à un produit quand on cuit. Toujours. On va toujours chercher à coaguler des protéines quand il s'agit d'une viande d'un poisson ou d'une volaille. Mais la manière dont on va appliquer la chaleur, le degré de chaleur, le temps de cuisson sont des paramètres qui vont vous donner des résultats complètement différents. Alors, le massalé cabri, le massalé... Eh bien, là, regardez bien, la recette est assez intéressante. On fabrique une pâte avec du gingembre, de l'ail, des oignons et un mélange d'épices que j'aurais dû mettre au début, excusez-moi, là il y a une petite erreur. Donc on fait une pâte avec tout ça, on fait colorer la viande à feu vif, ensuite on ajoute la pâte et on continue à cuire. On continue à cuire. Et là on va retrouver une manière de travailler que l'on voit en Asie du Sud-Est. Très souvent ils mettent des épices dans les produits et ils continuent à cuire pendant un petit moment avec les épices. Alors au début, ça fait bizarre parce que nous, on a plutôt l'idée d'ajouter ça à la fin. Ah ben non, là on les fait cuire et le goût n'est pas le même. Du coup, le goût est différent. Voilà. On ajoute des tomates fraîches et puis le mélange massalé qui normalement contient curcuma, coriandre, caloupilé et cumin. Alors le caloupilé, c'est une poudre qu'on trouve là-bas. Je ne sais pas trop avec quoi ils font ça, j'en sais rien. C'est un goût, une odeur vaguement d'agrumes. C'est un peu bizarre. Voilà. Et ensuite, on fait mijoter. Voilà. Alors, on fait massalé cabri. On fait du massalé avec du porc, souvent, très souvent, quand il n'y a pas de... Ils prennent du porc. Hein, les achars. Alors, c'est pareil, ça vient d'Inde. Ce qui est... Moi, ça me fait penser aux pickles des Anglais. Et ça vient d'Inde également. Si vous voulez, ces morceaux de légumes qu'on fait... alors, il y a à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Tout ce qu'on veut. Il y en a qui mettent même des carottes, du poivron, le chou. Voilà. On les fait blanchir et ensuite on fait macérer dans une saumure avec un tout petit peu d'huile. De l'eau, du sel, un peu d'huile et du gingembre, du piment, bien sûr. Et du curcuma. Vous devez vous demander où est-ce qu'on ne met pas de piment. Mais on en met partout. Dans les gâteaux, ils n'en mettent pas. Dans les gâteaux, ils n'en mettent pas. Ah, et voilà le zambrocal. Alors, le zambrocal, alors pourquoi zambrocal? Ils appellent ça comme ça, c'est du riz, n'est-ce pas? Et alors, de nouveau, curcuma, cuit à la cocotte, complété avec des légumes, des haricots rouges, etc. Haricots blancs, pommes de terre. Voilà. Alors, très souvent, pour ne pas dire toujours, ils mettent des pommes de terre dans le riz. Oui. Vous faites ça, vous? Non. Moi non plus. Moi non plus. Mais bon, ça suffit à prouver que vous avez là une préparation qui est vraiment, comment dirais-je, populaire, qui est vraiment traditionnelle. Parce que bon, je pense que les descendants des esclaves de la Réunion, ça n'a pas donné des gens d'un niveau économique très élevé. Ils sont pas riches. Donc, ma foi, la pomme de terre, ça nourrit bien. Le riz est indispensable parce que dans cette culture-là, on mange forcément du riz, même si on ne le produit pas à la Réunion. Voilà, et on met des pommes de terre, on met des haricots blancs avec le riz, des haricots rouges. Autrement dit, ça tient au corps, quoi. Voilà. Et des voèmes. Alors les voèmes, c'est des fabacées. Les voèmes, ça ressemble beaucoup à nos fèves, mais c'est plus petit. Ça n'a pas vraiment le même goût. Hein, voilà, les voèmes. Voilà. Alors on le sert, il peut être servi seul, ou alors en accompagnant le rougail, voire même le curry. Alors, une recette, là, on s'arrête un peu sur le curry parce que ça, c'est très très bon.
Et j'ai détaillé la recette parce que moi, je trouve ça vraiment très bon. Alors, donc, là, c'est pareil. Vous avez une façon de travailler particulière. Vous allez commencer par faire une pâte avec toutes les épices et un peu d'eau. Une pâte, comment dirais-je, un peu, non pas, un peu fluide, hein, pas trop épaisse. Ce qu'il faut, c'est que ça puisse enrober. Voilà. Et ensuite, on va cuire dans l'huile, à la poêle, comme je vous disais tout à l'heure, l'oignon, l'ail et le gingembre. On va le faire frire, le gingembre. L'ail et l'oignon aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous utilisez de l'ail, que vous mettez de l'ail cru, par exemple, vous faites tout simplement une sauce tomate. Ou une tomate en petits morceaux pour garnir pizza ou je ne sais quoi, vous faites une sauce tomate. Bien, vous pouvez mettre de l'ail dedans. Il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit le faire au départ avec les oignons, le faire, non pas frire, mais le faire colorer un petit peu, le cuire au départ, dans le corps gras, ou vous pouvez le mettre après dans la tomate, pour que l'ail cru, pour qu'il cuise dans la tomate. Et vous n'aurez pas du tout le même résultat. Du tout. Au niveau de la saveur et au niveau de la digestibilité. Autant l'ail, quand il est utilisé cru ou comme ça, peut être incommodant, autant quand vous le faites frire au départ, ça passe tout debout. C'est curieux, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas la moindre idée. Mais c'est deux manières différentes d'utiliser. Alors c'était vrai pour le gingembre tout à l'heure, c'est vrai pour l'ail aussi. Et en l'occurrence, on va, quand on fait le curry, faire frire ça au départ, de manière à le colorer légèrement. Puis on ajoute la pâte d'épices. On baisse un peu le feu et on fait cuire tout ça. On fait cuire les épices, carrément. Quand toute cette base est faite, on met le lait de coco, un produit qui est devenu facile à trouver chez nous. On peut en lâcher un petit brick. Hein. Fut un temps, il fallait acheter une noix de coco et espérer qu'il y avait du lait dedans. Bon. Aujourd'hui, on le trouve en petit brick, même de la crème de coco, même, facilement. Hein. Et donc, on ajoute du lait de coco, on fait bouillir, on ajoute les tomates taillées en tout petits dés, et ensuite le poisson pour tout enrober, et on va cuire à feu très doux, juste le temps nécessaire pour que le poisson soit cuit. Ce qui, en général, ne dure pas longtemps, évidemment. Alors moi, j'aime beaucoup faire ça, parce que c'est une recette qui plaît beaucoup. C'est à la fois parfumé et doux, parce que le gingembre va donner beaucoup de parfum et va piquer très peu. Moi, je ne mets jamais de piment, évidemment, mais il y en a qui peuvent en mettre. Alors, remarquez dans les épices, il y a de la cardamome. Ça, c'est intéressant. De la cardamome en capsule. Est-ce que vous connaissez l'odeur de la cardamome ? Eh bien, intéressez-vous à la cardamome, vous allez voir, c'est très spécial, la cardamome. Une parenthèse très brève, le pain d'épices n'a pas goût à pain d'épices s'il n'y a pas de la cardamome dedans. Faites du pain d'épices sans mettre de cardamome, on va dire oui, il est bon ton gâteau, mais qu'est-ce que c'est ? Le pain d'épices, il doit y avoir de la cardamome dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et ça suffit à caractériser cette saveur. Alors la cardamome, c'est une petite capsule. Vous pouvez l'acheter soit pulvérisée, hein, c'est facile à utiliser, ou alors ce qui est mieux, c'est de l'acheter en capsule. On le trouve aussi en capsule. Hein. Mais ces capsules, il faut les décortiquer. Parce que l'enveloppe de la capsule est inconsommable. On va dire que ce n'est pas bon. Mais par contre, quand vous l'achetez en capsule et que vous le décortiquez, ça vaut le coup de le faire parce que là, le parfum est vraiment remarquablement bon et agréable. Donc, vous pouvez essayer ça, vous verrez, vous ne serez pas déçus, sauf si effectivement vous n'aimez pas ce qui est très parfumé. Voilà. On met également de la cannelle. Pour nous, la cannelle, on l'associe au sucre. Ah oui, mais pas dans ces cuisines-là. Dans ces cuisines-là, la cannelle, on l'associe complètement, aussi bien aux saveurs sucrées qu'aux saveurs salées. Et c'est très bon. Et c'est vraiment très très bon. Nous avons une classification des saveurs très rigide. Très très rigide. Et de temps en temps, on accepte de faire chevaucher le sucré et le salé. On va faire un canard à l'orange. Et encore, ça ne plaît pas tout le monde. Ou un canard aux cerises. Bien, d'accord. Mais quand vous regardez la cuisine classique, la cuisine d'Escoffier, les préparations qui vont ainsi se mettre à la frontière, chevaucher les deux frontières du sucré et du salé, des parfums qu'on associe au sucre et des parfums qu'on associe au sel. Mais il y a très très peu. Nous sommes très cloisonnés. Ce n'est pas du tout le cas des Anglais, ce n'est pas du tout le cas des Nordiques, ce n'est pas du tout le cas des... Du tout.
C'est une affaire uniquement d'habitude. Alors après, nous sommes, tout un chacun, plus ou moins ouverts au changement. Certaines personnes, vous leur ferez pas manger ça. Ils ne voudront même pas goûter, parce que pour eux, c'est en dehors de leur... Et puis d'autres sont ouverts, ils goûtent tout ce qu'on leur... Voilà, bon. Mais c'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est un des défauts, sans aucun doute, de notre cuisine française. On a beaucoup trop cloisonné les saveurs, à mon avis. Et les cuisines exotiques permettent de sortir de ces cloisonnements. Alors, quelques mots maintenant sur les desserts. Alors, le gâteau patate, bon, c'est facile, il s'agit des patates douces. Vous savez que le mot patate ne devrait jamais s'appliquer à autre chose qu'à des patates douces. Quand on dit je vais faire des patates à midi, c'est pas bien. Non, c'est des pommes de terre. C'est pas la même chose. La pomme de terre et la patate sont deux choses différentes. Bon, voilà. Les cuisiniers n'aiment pas qu'on appelle les pommes de terre patates. Ils n'aiment pas ça. Bon. Et donc, c'est fait avec une purée de patates douces. On fait un biscuit. On ajoute des œufs, de la farine, de l'huile, généralement, parce que le beurre n'est pas un produit tellement courant là-bas. Il faut le faire venir, le beurre, n'est-ce pas? Donc, on va mettre plutôt de l'huile, et souvent de l'huile de coco. Souvent. Alors ça, c'est très bon. C'est moelleux, c'est vraiment très très bon. Et ça peut très bien s'associer avec le chocolat. Voilà, ça fait un mariage très heureux avec le chocolat. Alors après, le chemin de fer. Alors le chemin de fer, c'est jamais qu'un biscuit roulé. Alors pourquoi ils appellent ça chemin de fer? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'à la base, le chemin de fer, il est long, il leur fait penser à un train, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne sais pas. Non. Mais remarquez, ces biscuits roulés, quand on parlera de l'Espagne, quand on ira en Espagne, ça s'appelle le bras de gitan. C'est le brazo del gitano. C'est le bras de gitan. Et en réalité, on dit le bras en pensant à autre chose. Oui, mais bon, il faut rester correct, n'est-ce pas? Donc on va dire le bras. Les gitans, ils ont des gros bras, c'est connu. Voilà. Bien. Et alors là, donc, on a du chemin de fer. C'est un biscuit roulé qui est tout simplement, bon, une crème vanille dedans, on le roule. Mais la particularité, c'est qu'on va le revêtir de sucre rouge. Alors comment a-t-on du sucre rouge? Ben, c'est pas difficile, on met du colorant rouge dans le sucre en poudre. Voilà, c'est pas compliqué. Comment? Non, c'est pas du piment. Mais... Non, non. À ma connaissance, on ne met pas de piment dans les desserts. Bon. Alors, les bonbons cravates. Alors, les bonbons cravates, ça rappelle un petit peu les fantaisies lyonnaises, mais ce n'est pas de la pâte à brioche. C'est pas de la pâte à brioche, ça serait plutôt un genre de pâte feuilletée, si vous voulez. Pâte feuilletée que l'on va façonner. Ben, on fait un rectangle, on incise au milieu, on fait passer dedans, hein, comme ça, et on tire, comme on tirait sur une cravate, et on fait frire, et ensuite on met dans le miel chaud. Voilà. Parce qu'il y a du miel à La Réunion. Pas mal, il est très bon. Voilà. Et enfin, les bonbons la rouroute. Ah, alors, les bonbons la rouroute. Ça, j'ai adoré. Bon, la rouroute. Pourquoi la rouroute? Eh bien, parce que la pâte n'est pas faite avec de la farine, mais avec de l'arrowroot. Et qu'est-ce que c'est que l'arrowroot? En anglais, la racine de flèche. Eh bien, l'arrowroot, c'est un produit que les cuisiniers connaissent bien parce que très longtemps, on n'utilisait pas de fécule de pommes de terre en cuisine. On utilisait de l'arrowroot. Quand vous allez dans le livre d'Escoffier, il ne vous parle jamais de fécule, il vous parle de l'arrowroot, toujours. Parce que c'est une plante tropicale, africaine, que l'on fait sécher et que l'on pulvérise, et qui a la particularité d'avoir un pouvoir de liaison très intéressant parce qu'elle est très riche en amidon. Donc c'est un substitut à la farine. Et on peut comprendre qu'il est peut-être dans ces climats tropicaux plus facile d'avoir ce produit-là que de la farine. Il faut cultiver du blé. Or, je ne suis pas sûr qu'on cultive beaucoup de blé à La Réunion. Moi, je n'ai pas vu de champ de blé à La Réunion, personnellement. S'il y en a, il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Voilà. Donc, l'arrowroot est devenu rouroute. Et c'est le bonbon, l'arrowroot, tout simplement. Voilà. Petit biscuit sec. très commun là-bas. Voilà. Et alors, quelques mots maintenant sur le vin. Alors, à chaque fois que je pourrai, j'essaierai de vous parler du vin. Bon, il y a des endroits où je ne pourrai pas, bien sûr, mais là, alors, au conditionnel, les premiers colons auraient planté de la vigne. Au conditionnel, parce que
on n'en a pas la preuve. Ceux qui disent ça, c'est les vignerons d'aujourd'hui. Parce que peut-être, c'est intéressant pour eux d'inscrire leur activité dans quelque chose de très ancien. Peut-être, je ne sais pas. Mais la preuve que les premiers colons ont travaillé la vigne, on ne l'a pas. Moi, je vous avoue que ça m'étonne un peu, parce que le travail de la vigne, il est spécial. C'est très particulier. La viticulture, c'est une spécialisation très pointue de l'agriculture. Bon, moi j'ai essayé de mettre des raisins dans mon jardin, que c'est compliqué. Hein. Bon, je veux dire, je ne sais pas m'en occuper. C'est difficile. Bon, enfin, après, je ne suis pas paysan non plus. Et donc, mettons ça de côté, mais dans le cirque de Sillaho, c'est le seul endroit où il y en a, on a planté un vignoble. Alors, il n'y a pas très très longtemps, hein, si vous voulez, je crois que ça remonte au début du XXe siècle. Alors, ils ont choisi une altitude un peu importante pour, comment dirais-je, je ne sais pas trop comment l'exprimer, le climat est tropical. Donc, il faut un climat qui soit... Et puis, la vigne, ça n'aime pas l'eau, vous le savez. La vigne et l'eau, ça fait deux. Hein. Là où il pleut beaucoup, on ne fait pas du bon vin en général. Hein. Bon, le bon vin, il est là où c'est sec. Bien. Et donc, ils ont dû chercher un endroit où la pluviométrie était relativement faible. Ça existe là-bas, parce qu'il y a une côte très arrosée et une qui l'est très peu. Bon. Et puis, une altitude qui donne une moyenne des températures annuelles compatible avec la viticulture. Bon, certainement. Et au départ, ils cultivaient un cépage qu'on appelle l'Isabelle. Vitis lambrusca pour les naturalistes. L'Isabelle. Or, l'Isabelle a été interdite. Moi, j'en ai un pied dans mon jardin. Mais je ne fais pas du vin avec. C'est pour manger comme ça. C'est très bon. Parce que je connais un farfelu babacool, pour 68 heures, qui a réussi à faire repousser des pieds d'Isabelle. C'est un très bon raisin. Mais il est interdit. Parce que, paraît-il, le vin fait avec ce cépage rendait les gens fous. Le vin de Troyes. Vous savez, dans les Landes, on faisait... Mon grand-père était landais, enfin, un de mes deux grands-pères était landais, et dans les Landes, on faisait le vin de Troyes. Parce que pour le boire, il faut être trois. Un qui boit et deux qui le tiennent. Le vin de Troyes. Alors, oui, c'est une loi. Bon, c'est ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. En attendant, plus d'Isabelle, ça a été défendu. Et alors maintenant, ils utilisent autre chose, le Malbec, le Chenin, le Pinot Noir. Alors, Malbec et Chenin, ça ne m'étonne pas, sont des cépages très gentils, qui s'adaptent très facilement. Le Pinot Noir, c'est pas un raisin facile à cultiver. Bon, il est bourguignon, il est champenois, il est alsacien. Autrement dit, des régions où les hivers sont froids. Non, ce n'est pas le cas, mais il paraît qu'il y en a. Alors, ils font des mélanges. Il faut un mélange chaque année en fonction de la récolte, de ce que ça a donné. Voilà. Et vous avez donc ce vin le chai de Sillaho. Ils font du blanc, ils font du rouge. Moi, je n'en ai jamais bu. Il paraît que les blancs sont très bons et que les rouges sont assez moyens, paraît-il. Et que les blancs sont très bons. Pardon ? D'accord. Moi, je n'en ai jamais bu, je ne sais pas. En attendant, c'est une curiosité. C'est une curiosité. Hein. Voilà, bon. C'est comme le vin, quand on va parler de la Bretagne, ben on fait du vin en Bretagne. On fait du vin en Bretagne. Ah oui, ah oui. Et alors quand je dis on fait du vin que l'on commercialise, et ça c'est très récent, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Des gens qui font, des farfelus qui font un peu de vigne en Bretagne, il y en a depuis. Ça ne s'est jamais arrêté, si vous voulez. Mais la restauration du vignoble médiéval de Saint-Gildas-de-Ruisse, dans la presqu'île de Saint-Gildas, autrement dit la mâchoire orientale du Morbihan, hein, si vous voulez, là, il y avait un vignoble et on refait du vin, et il est de nouveau commercialisé depuis 2 ans. Pourtant, ce n'est pas l'heure de finir. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, les vins, c'est toujours une curiosité quelque part. Mais il est vrai que, bon, en Angleterre, on fait du vin. 850 viticulteurs, producteurs en Angleterre, quand même. Et qui travaillent bien et qui vendent bien. Bon, il est vrai que les Anglais sont terriblement chauvins. Ils veulent boire que le vin qu'ils font chez eux. C'est sûrement à cause de ça. Voilà. Bien. Alors, voilà pour le vignoble de Sillaho. Et je crois que j'en ai fini avec l'île de la Réunion.
alors, vous avez, avant de vous laisser poser des questions, si toutefois je peux y répondre, je dois rendre justice. Une auditrice m'a fait remarquer tout à l'heure que quand j'ai parlé de l'Auvergne, j'ai commis une faute majeure, je n'ai pas parlé de la truffade. De la truffade. Ah. Donc, mea culpa. Voilà. J'aurais dû. Bon, c'est toujours pareil. Quand il y a des sujets aujourd'hui, c'est un court. Il y en a qui sont plus longs, c'est toujours difficile. Bon, alors la truffade, qui est un plat traditionnel d'Auvergne, bien sûr, se prépare, comme ça m'a été rappelé très aimablement, avec du lard de poitrine que l'on va tailler en lardons et que l'on va faire frire pour lui faire lâcher une partie de sa graisse. Après quoi, on ajoute les pommes de terre. Dans cette graisse, on va les colorer, n'est-ce pas? Et on termine avec la tome à la fin. Voilà. Alors c'est vrai que la truffade dans le Cantal, elle est servie dans énormément d'endroits et que c'est vraiment très bon. Alors la question, pourquoi ça s'appelle truffade? Ah, on pourrait penser qu'il y a de la truffe dedans. Bien sûr que non. Il n'y a pas de truffe en Auvergne. Pourquoi truffade? Parce que la pomme de terre s'appelait truffe. Tout simplement. La pomme de terre, dans Auvergnat, c'était la truffe. C'est vrai que ça y ressemble, quelque part. C'est noir, c'est dans le sol. Voilà. Bien. Alors, j'ai des munitions pour commencer autre chose, mais vous avez peut-être des questions à poser. Il nous reste 20 bonnes minutes. Est-ce que vous avez entendu parler par rapport à la Réunion des habitants? Les habitants. Les habitants. Des crevisses. Dans les cours Non, alors moi j'y suis allé une fois, je n'ai pas mangé, je n'ai pas vu servir, mais sûrement il y en a, oui. Oui. Les habitants, ils appellent ça. Avec Z. Avec un Z, bien sûr, oui. Comme les ourites. Oui. C'est amusant. Oui. Non, je ne sais pas. Mais moi j'avais trouvé qu'on y mange plutôt bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont allées à la Réunion, moi j'avais trouvé que c'était pas mal. Hein, c'est agréable, c'est agréable. Puis c'est un beau pays. C'est magnifique. Ça sort vraiment de l'ordinaire, vraiment. Ah oui. Moi, j'étais allé pour faire du parapente. Oui. À l'époque où je faisais du parapente. Le club où je volais, chaque année, faisait... Bon, j'ai pu y aller qu'une fois parce qu'ils y allaient à un moment qui n'était pas très compatible avec mon activité professionnelle. Mais une fois, ils ont fait ça à août. D'habitude, j'y allais en septembre. En septembre, je ne pouvais pas. Bon, j'étais prof. Septembre, c'était la rentrée. Une fois, ils ont fait ça en août, alors je me suis empressé d'y aller, pour aller, parce que c'est extraordinaire. Ah oui, non, je disais que... Excusez-moi. Donc je disais que la Réunion, c'est un pays superbe, et que moi, j'ai eu l'occasion d'y aller pour faire du parapente, il y a très longtemps, à l'époque où je pouvais me le permettre, c'est fini. Voilà. Et j'avais apprécié, c'est un pays superbe, que j'avais beaucoup aimé. Et on avait, moi je me souviens d'avoir, dans des endroits un peu inattendus, d'avoir vraiment très bien mangé, dans des petites auberges, dans des endroits reculés. On aurait pu s'attendre à être, se contenter de ce qu'il y avait. C'était toujours très bon, très fait avec des produits frais, c'était toujours très bien. Voilà. Et puis il y avait la montagne. Voilà. Il y a une adaptation aussi de la cuisine, je dirais chinoise ou indo-chinoise, qui est le bouchon. Alors, le bouchon, ils font frire, ça je crois. Alors ça dépend. Ça dépend. Cuit à la vapeur, la plupart du temps. Oui. Et ensuite, ils le servent de multiples façons. Ouais. Jusque dans des pizzas. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, je n'ai pas vu ça. D'accord. Et c'est vrai que on voit que finalement, c'est un endroit qui a subi des influences de partout. Voilà. Avec les gens qui sont venus, en fait, avec un mixage. Moi, je trouve ça assez intéressant, personnellement. Mais bon, pas forcément, parce que quand on voit comment mangent les Américains, je parle de façon traditionnelle, si vous voulez, la nourriture que l'on rencontre partout. Alors, s'il y a un melting pot, c'est bien ce pays-là. Bon, là, c'est... Le riz fait partie de leur... mais il n'y a pas de culture de riz là-bas? À ma connaissance, non. À ma connaissance, il n'y en a pas. Mais par contre, les gens qui y habitent sont partis de cette culture du riz, si vous voulez. Tous ceux qui sont venus, beaucoup sont venus du sous-continent indien, d'Asie du Sud-Est, ou même de Madagascar et de l'Afrique orientale. Donc le riz, c'est une base. Et puis le riz également, c'est vraiment la céréale providence. Parce que le riz, à partir du moment où le climat s'y prête où on a de l'eau, le riz est relativement facile à cultiver et donne de bons rendements. Donc ça a permis
ça permet d'avoir une nourriture, comment dirais-je, très nourrissante, diététiquement parlant. Ça se garde. Bon, je veux dire, ça a énormément de qualité. Et puis là où pousse le riz, ben, on ne fait pas de blé, en général. En général, hein. Bon, faisons exception avec la Camargue, où on fait les deux. En Camargue, il y a du blé pas loin, il y a du riz. Bon, mais... Ah, alors le rhum, oui. Oui, le rhum. Alors, bon, vous savez tous que le rhum, c'est ce qui résulte de la distillation de quoi? On ne distille pas la canne à sucre. La mélasse. La mélasse que l'on fait fermenter. Pour faire du sucre, on prend la canne à sucre, on la broie. C'est pour ça qu'il y a des moulins à sucre. Les moulins, ils broient la canne à sucre. Ensuite, on met ça dans de l'eau. De préférence chaude, mais en général, elle chauffe toute seule, vu le climat. Bien. Et on obtient un jus sucré. Alors, comment s'appelle le produit qu'on obtient par la première évaporation de ce jus sucré? Langoucha. Oh, je suis sûr que vous le savez. Je vous laisse réfléchir, parce que je suis sûr que vous le savez. On s'en sert, nous, pour faire la pâtisserie. Ce sucre-là, non. 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 Réfléchissez, vous allez trouver. C'est marron? Non? Il y a des fibres dedans? Ah non, la mélasse, c'est presque noir et très... presque noir et c'est même pas sirupeux, c'est visqueux. Merci, c'est visqueux. Ouais. Bon, on y revient. Donc la mélasse, on fait fermenter la mélasse, on la fait fermenter. Autrefois, on laissait partir en fermentation tout seul. Hein, ça va. Bon, aujourd'hui, on met des levures dedans pour contrôler la fermentation, comme on fait avec le vin d'ailleurs. Et ensuite, on va laisser monter le titre alcoolique. Puis, on va distiller. Quand on distille, on obtient une eau de vie. Une eau de vie. Quand ça commence à couler, ça titre, c'est presque pur. Et puis, à la fin, on a bon, le titre alcoolique diminue. Donc, le rhum va être le résultat, si vous voulez. On va prendre quoi là-dedans? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit on prend tout, on laisse tout couler, la tête de distillation ou de cuvée, le fond, on mélange tout. Bien. Si on le met, alors comment va-t-on obtenir du rhum ambré? Ah, oui, soi-disant. Parce qu'il faut lui laisser un sacré bout de temps. Il faut lui laisser très très longtemps pour qu'il prenne de la couleur. Non, on va le colorer avec du caramel, tout simplement. Tout simplement. Mais le rhum, on dit on va prendre du rhum blanc. Et non, on devrait dire du rhum. Le rhum, c'est blanc. C'est blanc, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bon, j'ai un trou de mémoire abominable avec le produit dont je vais vous parler. Mais ça va me revenir. J'ai un horrible trou de mémoire, là. Et je m'en sers pour faire la pâtisserie. Non, c'est le résultat de la première évaporation du jus de la canne à sucre. Il y a même des fibres dedans. Oui, bien sûr. Le pouvoir sucrant, on peut faire de la pâtisserie avec, mais le pouvoir sucrant est moins important. Quand vous mettez 100 grammes de sucre, il faut mettre 120 grammes de... Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Au secours Internet. Bon, peu importe. Oui, le rhum de la Réunion ne ressemble pas beaucoup, à mon avis, il n'a pas vraiment le même goût que celui qui vient de la Martinique et de la Guadeloupe. Il n'a pas vraiment la même saveur. Ils le vendent beaucoup plus cher d'ailleurs. Mais bon, je suis contrarié. Quand ça ne vient pas, ça agace. Ça obsède après. Oui, oui. On s'en sort pas. Bon. Alors, je vais commencer le suivant, parce qu'il est beaucoup plus gros, ça nous donnera un petit quart d'heure d'avance. Ça vous ennuie pas? Bon, alors, on remonte dans l'avion. On remonte dans l'avion. Au revoir la Réunion. Ah, on va. Bon, vous allez deviner facilement. Vous allez deviner facilement. Alors là, on va vraiment bouger un grand coup, là, vous allez voir. Ah oui, là, on va bouger un grand coup.
Alors là, on bouge pour de bon, là. Ah oui. Là, on va en haut, Copenhague, le Nyafen de Copenhague. Vous l'avez reconnu. Puis vous avez sûrement reconnu Stockholm aussi. Le cœur de ville de Stockholm qui est posé sur l'eau, avec, si je me souviens bien, le palais royal là au milieu. Là. Voilà. Oui. Bien. On va aller dans les pays scandinaves. Voilà. C'est bon, hein? Alors, bon, la Finlande, bien sûr, et puis l'Islande. Ces étonnantes maisons recouvertes de terre et de gazon. Les églises en bois de Norvège. Voilà. Bien, les pays scandinaves. Alors, les pays scandinaves, on va faire un paquet. On va faire un paquet avec la Suède, la Norvège, le Danemark, l'Islande et la Finlande. Parce que il s'agit bien de la même civilisation. Ça fait des pays différents, mais les langues sont très voisines, très voisines, et ils se comprennent entre eux. Hein. Un Danois comprend un Islandais, et réciproquement, parce que la langue, il n'y a pas beaucoup de différences. Bon, il y a des différences, mais c'est pas très important. Alors, ce sont des pays relativement peu peuplés, à l'exception du Danemark, qui, malgré sa toute petite taille, est quand même densément habité, 6 millions d'habitants. Bon, et puis, bien sûr, la Norvège et la Suède, 10 millions d'habitants, c'est beaucoup plus grand. Mais le Danemark, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens au Danemark. Hein, voilà. Alors, tous ces gens-là, ils se définissent même comme des Vikings, n'est-ce pas? Et leurs habitudes de vie, se ressemblent énormément, notamment dans la manière de s'alimenter. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, voilà. Alors comment vit-on dans ces pays-là? Eh bien, en général, ils se lèvent tôt, ils se couchent tôt. Ils se couchent tôt, alors après, ils se couchent tôt. Disons qu'ils font tout de bonne heure, on va dire. Après, une fois que tout est fait, qu'on a fait le repas du soir, etc., après, peut-être qu'il y a des noctambules. Certainement, il y en a. Mais c'est quand même pas des pays où on a l'impression que la nuit, ça bouge comme en Espagne, hein, par exemple. Non, quand même pas. Hein, voilà. Là-bas, on se lève relativement tôt. Il faut se lever tôt parce qu'on mange beaucoup. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire que le petit déjeuner là-bas, c'est un repas complet, au sens où nous l'entendons. Un repas complet. Il va y avoir il va y avoir de façon presque obligatoire un plat chaud, un rôti ou un ragoût. Ah oui. C'est un repas complet, avec des pommes de terre, avec des légumes. On va manger des œufs, on va manger de la charcuterie, on va manger du fromage, souvent de la pâtisserie également, et des fruits. Et ça va durer 1 heure. Et c'est encore aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Quand vous allez dans ces pays-là, à l'exception bien sûr des capitales où il y a beaucoup de touristes et autres, mais dans les villages, dans les petites villes, beaucoup de restaurants ne travaillent pas à midi. Il n'y aurait pas de clients. Par contre, ils ouvrent à 6 heures. On mange à 6 heures. À 6 heures, vous arrivez, on vous sert. Pas de problème. Ne venez pas à 8h30. C'est fini. C'est fini. Donc, ces habitudes de vie, bon, c'est le contraire si vous êtes en Andalousie, n'allez pas au restaurant à 8h30. On va vous faire un soleil. Et déjà, la porte n'est pas ouverte, déjà, pour commencer. Parce que vous êtes français. Bien. Voilà, vous êtes des Français. Ils savent que vous êtes français. Ils n'aiment pas les Français. Ils n'aiment pas. Mais... En Andalousie, ils n'aiment pas les Français. Non. C'est vrai qu'en Andalousie, on ne dit pas méchant comme la Galle ou méchant comme le diable, on dit méchant comme un Français. Ça. Et ça, nous le devons à notre grand homme Napoléon, qui s'est tellement bien conduit là-bas qu'ils s'en souviennent encore. Bon, donc, cette habitude de vie est très particulière. Moi, je vais vous montrer, d'ailleurs, j'ai presque envie de faire ça maintenant. Oui, je vais le faire maintenant, parce que c'est presque hors propos. Bon, j'ai eu la chance ou le malheur, non, j'étais content de travailler à la Maison du Danemark à Paris, au début des années 70, et donc on faisait vraiment de la cuisine danoise et de la cuisine française moderne. On faisait les deux. Je vais vous montrer ça. Et c'est vrai que les Danois, il y avait une équipe de cuisine qui était composée.
Il y avait un peu de tout, il y avait un Anglais, il y avait 2 Allemands, nous on était 4 Français, le chef était français, puis il y avait des Danois. Mais les Danois étaient catastrophés d'avoir à travailler à midi. Ah mais oui, 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 oui. C'était vraiment pour eux un gros problème de travailler à midi. Et le soir, de finir tard, parce que bon, nous, c'est au 142 sur les Champs-Élysées, donc sur les Champs-Élysées, les clients ne viennent pas à 6 h du soir. Hein. Non, non, bien sûr que non. Donc il fallait travailler le soir. Et pour eux, ça ne leur convenait pas du tout. D'ailleurs, ils ne restaient pas très longtemps, d'ailleurs. Alors, je vais vous montrer le repas du soir, donc un mot sur le repas du soir. Il est paradoxalement moins copieux que le repas du matin. Alors, un plat chaud, souvent un rôti, en général des pommes de terre, n'est-ce pas? Souvent, hein, voilà. Chou rouge braisé, pommes de terre, et une pâtisserie. Et ça, donc, c'est pris en famille. Mais si vous allez au restaurant, c'est à peu près comme ça qu'on va vous servir également. À peu près, hein, dans la façon traditionnelle. Voilà. Alors maintenant, je vais changer, je vais vous montrer, parce que ça va peut-être vous intéresser, je vais vous montrer la carte du restaurant Copenhague en 1971. Donc, qui était au 142 avenue des Champs-Élysées, qui est toujours d'ailleurs. Qui est toujours. Voilà. À l'époque, ils avaient 2 étoiles au Michelin. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui. Je crois qu'il en reste une, je crois. Enfin, peu importe. C'était une très très bonne table. On faisait un travail de très grande qualité et qui était au premier étage de la Maison du Danemark. Au rez-de-chaussée, il y avait un petit grill qu'ils appelaient le Flora Danica et avec une boulangerie danoise, une épicerie danoise, bien sûr. Et puis, il y avait au premier le restaurant gastronomique. Et les cuisines étaient donc au premier étage, mais tout ce qui était annexe, c'est-à-dire garde-manger, frigo et tout, c'était 2 étages plus bas. Donc c'était un vrai régal. Un vrai régal. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui. Et puis il n'y a pas d'ascenseur, pas pour le personnel en tout cas. Voilà. Alors regardez, je ne sais pas si vous pouvez lire là. Voilà. Alors, les prix sont en francs, mais à l'époque, j'ai regardé. D'après l'INSEE, 1 franc de 71, c'est 1,22 € d'aujourd'hui. Donc vous multipliez par 8. Multipliez par 8. Et oui, c'est les Champs-Élysées. Oui. Alors, il y avait un mix de plats, comment dirais-je, typiquement danois, et puis des choses qui étaient très nouvelle cuisine française. Parce qu'à l'époque, un restaurant de classe ne pouvait pas échapper à cette tendance de la nouvelle cuisine. C'est pas possible, hein, si vous voulez. Donc, vous avez par exemple les harengs marinés. Les harengs marinés, oui. Les assiettes danoises avec saumon fumé, anguille fumée, saumon saumuré. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais il existe une quarantaine de recettes différentes pour saumurer le poisson, pour faire mariner le poisson au Danemark. Hein, alors, pas toutes forcément très différentes, mais c'est très varié. Les filets de harengs fumés, à 14 francs quand même, hein, multiplié par 8. L'anguille fumée danoise, le saumon saumuré à la danoise et le saumon fumé du Danemark. Alors on avait un fumoir, on faisait fumer le saumon, on faisait fumer également des noisettes d'agneau, parce que l'agneau fumé c'est une recette typiquement nordique, j'aurai l'occasion de vous en parler. Et donc on avait un frigo entier qui était vraiment grand, dans lequel il y avait uniquement les saumures, les bacs à saumures et les compartiments pour garder les poissons fumés. Voilà, parce que ça donne une odeur assez particulière. Voilà, donc là, si vous voulez, toute cette première partie, c'est typiquement danois. Et puis vous avez la table danoise froide, 50 francs quand même, multiplié par 8. Bon, alors après, hein, les gens qui prenaient ça, ils ne mangeaient rien d'autre. Vous n'avez pas les moyens. Ben, écoutez, les gens qui n'avaient pas les moyens, ils ne rentraient pas, hein, déjà. Ils ne rentraient pas, parce que c'était vraiment très, très chic. Hein. Très, très chic. Bon, voilà. Enfin, bon, c'est Paris. Comment? Ils buvaient de la bière? Oui, 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 bien sûr. Ah oui, alors il y avait une grande proposition de bière à la pression, de bière danoise, norvégienne, suédoise, parce que les Nordiques sont des gros consommateurs de bière. Et ils ont une façon de faire la bière blonde qui est... Bon, la Carlsberg, c'est plus une bière de grande industrie, mais ça reste un produit remarquable. Et puis alors après, c'est vrai elle est meilleure que celle des Allemands, à mon avis. Hein, à mon avis. Bon, voilà. Dans la table danoise, il y avait les harengs, les saumons fumés, anguilles, flétans, les poissons saumurés, charcuterie danoise,
pâté de pois de fromage, etc. Et la charcuterie danoise, c'est quelque chose également dont je vais vous parler en détail, qui est très intéressant. Alors après, regardez, bon, il y a le pâté de foie de porc danois, qui est un plat servi chaud, une spécialité, mais vous allez trouver le gâteau de sole et de homard. Et ça, c'était purement de la cuisine française, très, très traditionnelle. Bon, gâteau de sole et homard, avec un coulis d'américaine, etc. C'était quelque chose... Et qui était comme servi avec des concombres à la crème, parce qu'il faut quand même que ça soit un peu danois, n'est-ce pas? Voilà. La terrine de canard au baie de Genièvre, une remarquable recette de terrine de canard qu'on faisait nous-mêmes, qui était en fait une vraie ballottine, si vous voulez, avec du foie gras au milieu. Bon. Et là, pour faire un peu danois, sauce érelle, avec une sauce aux érelles, un aigre doux. Bon, qui aurait pu ne pas y être, mais bon, voilà. Les noisettes d'agneau fumé, je vous reparlerai de l'agneau fumé, c'est pas danois, l'agneau fumé, c'est islandais. Mais les Danois l'aiment bien. Comme je vous disais, on est sur une culture mixte très, très, très perméable entre ces pays et ces gens-là. Et donc, on faisait des noisettes d'agneau fumé. C'est-à-dire qu'après avoir désossé les selles d'agneau, soigneusement, on mettait des herbes à l'intérieur, on le refermait, on mettait à la saumure pendant une nuit, et ensuite au fumoir pendant une heure. Une nuit, 1 heure. Et on laissait sécher dans le frigo spécial, et ensuite c'était tranché finement et c'était servi comme ça. Et l'agneau fumé, c'est une spécialité islandaise. C'est un plat de fête en Islande, l'agneau fumé. Voilà. Enfin, jambon et saucisson, d'accord. Continue. Ça, c'est le bas. Alors, la carte, j'ai dû la scanner en deux parce que... Vous voyez, bon, elle n'est pas très... si vous voulez, jetez un coup d'œil en partant. Hein, voilà. Bon, vous verrez, bon, elle n'est pas très propre, mais enfin, bon. En partant, je l'ai prise... je l'ai volée. Oui. Il y a prescription. Alors regardez, crème d'oignon d'eau à la bière, je vais vous en parler de ça, c'est une recette typique du Danemark. Alors le consommer comme au Danemark, bon admettons, ça encore, je ne sais pas spécialement, et les gens étaient quand même prêts à payer 20 francs pour une omelette, autrement dit... Comment? Vous multipliez par 8 là aussi? Oui. Ouais. Ben, 1 franc de l'époque, 1,22 € d'aujourd'hui. Non, c'est pas par 8, c'est 20 euros, enfin 20 oui. francs, ça fait 20 francs, enfin 20 euros plus 20%. Oui, Là, ça oui. fait 24 euros. Ça fait 24 €, oui. Oui, oui, merci. Oui, bien sûr. Voilà. Donc l'omelette au saumon fumé, bon, c'est vrai qu'on ne regrettait pas le saumon fumé, c'est une affaire entendue, mais enfin bon, c'est jamais qu'une omelette à côté de ça. Va-t-on dans un restaurant de ce genre pour manger de l'omelette? Mais ça se vendait très bien, on en faisait beaucoup. Bien, alors le turbotin braisé au cresson, ça c'est typiquement de la cuisine d'Escoffier, mais on l'avait appelé roi Frédéric, bien sûr, voilà. La sole des mers du Nord braisée aux légumes frais, ça c'est une vraie merveille. Ça c'était une recette de Roger Verger. Alors la sole on l'avait qualifiée des mers du Nord, mais en réalité, bon, comme aurait dit mon grand-père ou d'autres lieux, hein, c'était des belles soles de 300-350 grammes. Sur un lit de légumes frais, c'était une vraie merveille, braisée au champagne évidemment, au champagne bien sûr. Le chef ne voulait pas entendre parler d'autre chose. Saumon frais au concombre. À l'époque, on travaillait du saumon de rivière encore. C'était pas du saumon d'élevage comme aujourd'hui. On travaillait du saumon, enfin, ce qu'on appelait le saumon de rivière, qui souvent était capturé en mer, mais c'était le saumon qui remontait les rivières, si vous voulez, donc le saumon sauvage. Voilà. Et des queues d'écrevisses à la nage. Alors, pourquoi des queues d'écrevisses dans cette carte? Eh bien, parce que en Suède, l'écrevisse est un plat de fête traditionnel. Et il y a des fêtes carillonnées dans lesquelles on va forcément manger des écrevisses. Donc, si vous voulez, cette carte avait été constituée de manière à balayer un petit peu toutes les spécialités de ces pays scandinaves. Alors, la page 2, les viandes, les fricadelles danoises dont je vais vous parler, parce que ça, la fricadelle, c'est le porte-drapeau de la cuisine danoise. Ah oui, c'est à la fois le plat qu'on fait à la maison, le plat qu'on mange au restaurant, c'est absolument la fricadelle. Alors vous allez voir, c'est quelque chose qui est très très bon, qui est très très simple, et eux, ils le mangent avec des choux rouges braisés, à la danoise. C'est-à-dire avec de la confiture, avec du vinaigre rouge danois, et de la confiture d'érelle. Et de groseille. Groseille, érelle, vinaigre rouge.
On fait cuire le chourge là-dedans, on le fait confire là-dedans. C'est délicieux. Il n'y a pas de meilleure manière de le manger. C'est vraiment délicieux. Filet d'œuf mariné en poivrade, rien de danois là-dedans. Mais on ne peut pas imaginer une carte d'un restaurant de ce niveau-là sans mettre du filet de bœuf. Bon, voilà. Donc mariné en poivrade, recette hyper classique de la cuisine française. Et plus intéressant, et là je vous expliquerai la recette en détail, le canard présalé avec des petits légumes. Alors, présalé, c'était des canards qui étaient saumurés, qu'on mettait à la saumure, canard entier, et qu'on faisait braiser avec du vin blanc. Ouais. Ils étaient servis avec des petits légumes cuits vapeur et une moussine de poireaux. C'est un plat superbe. Je vous montrerai ça en détail, vous verrez. C'était vraiment, ça faisait partie des spécialités de la maison, des choses très intéressantes. Voilà. Côte d'agneau grillé, volaille étuvée aux morilles, même remarque que pour le filet en poivrade. Et le pigeonneau rôti à la façon des poules de neige. Parce que la poule de neige, c'est comme la grouse en Écosse. On sait qu'il y en a eu. On sait qu'il y en a eu, mais il n'y en a plus. De toute façon, s'il y en avait, on n'a pas le droit de les tirer. La poule de neige, vous pensez au lagopède des Alpes. Hein. C'est très voisin. C'est le lagopède, mais des pays scandinaves. Voilà. Et la poule de neige, c'était un mets de choix. Maintenant, à force de leur tirer dessus, voilà, il n'y en a plus. Et enfin, filet de bœuf grillé, rien de danois là-dedans, mais vous savez, à Paris, vous avez beaucoup de gens qui mangent une petite grillade à midi avec 3 haricots verts. Pas trop gros. Un peu d'eau minérale, pas trop froide. C'est Paris, n'est-ce pas? Excusez-moi, il y a sûrement des Parisiens dans la salle, je me fais engueuler. Voilà, alors il y avait toujours des propositions du jour, comme partout. Hein, voilà. Là, une côtelette de saumon au beurre blanc. Alors, la côtelette de saumon, c'est de la chair de saumon que l'on va triturer avec des œufs, de la farine. On va reconstituer ça. On va faire comme une pâte un peu épaisse, si vous voulez. On va le reconstituer en forme de côtelette. On va le passer un peu au dur, comme on dit, le congeler un petit peu. Et quand ça peut être manipulé, on le panne à l'anglaise, on en ferait une escalope. Et on le cuit doucement au beurre. Enfin, il y a du travail. Puis vous voyez les desserts. Alors, le dessert, c'est un peu moins cher. Enfin, c'est quand même pas donné. Voilà. Voilà ce qu'on servait donc au restaurant Copenhague. Et là, vous avez une sorte de jeu. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant parce que vous avez une sorte de photo d'ensemble de ce que vous avez en Scandinavie, dans les différents pays. Et après, bien sûr, on va détailler la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.